Alors, j'ai effectivement choisi de parler du bonheur auquel Hélène Baird aspirait en 1942 lorsqu'elle entame la rédaction de son journal. Il émane de la personnalité d'Hélène Baird un goût du bonheur dont le côté inné, naturel et tout en subtilité trouve en grande partie son origine au sein de l'univers familial dont elle est issue et dans lequel elle se construit. Un environnement qui est en effet le vecteur de valeurs intellectuelles, morales et affectives très fortes, qu'elle reproduit à sa manière et d'après son tempérament, avec une grâce toute instinctive, et les porte comme le plus précieux des héritages. C'est la seule personne dont j'ai gardé en mémoire le nom, rapporte Nadine Heftler dans un témoignage à Mariette Job en 1994, et qui connut Hélène Baird en 1944 à Auschwitz, car Hélène aimait dire qu'elle s'appelait Hélène Baird. Protéger et préserver son nom au cœur de l'innommable, c'est aussi une façon de revendiquer jusqu'au bout les valeurs qui lui sont intrinsèquement liées et chercher à sauver l'essentiel, son identité et sa dignité d'être humain. 4 lettres qui se dressent fièrement contre un matricule, avilissant et déshumanisant, et parviennent à mettre en échec la barbarie alentour, en gardant en mémoire ce que ce nom de famille comptait, et compte encore, de respect de soi, de respect de l'autre et d'élégance morale. Car derrière le patronyme, c'est toute une histoire qui se lit, et toute une éducation qui se dévoile, un art de vivre à la française, poussé au comble du raffinement, où la vie sociale est incessante, où l'apprentissage de la musique classique est porté à l'excellence et est un motif de rassemblement familial, où la famille et les amis viennent passer les fins de semaine et les vacances au vivier, dans la demeure familiale d'Aubergenville. À cette élégance des mœurs et des manières se conjugue tout aussi naturellement une élégance morale, qui est là encore le fruit du modèle parental. Les parents d'Hélène, Antoinette et Raymond Baird, sont un couple uni, lié par une tendresse qui s'exprime, délicatement mais ouvertement. Ils sont des parents aimants, pour lesquels le sens de la famille est une priorité absolue. La famille Baird apparaît ainsi comme une cellule familiale au sens strict du terme, à l'intérieur de laquelle les parents distillent un amour et un respect permanents qui servent de repère et de ciment entre tous ses membres. Les 3 filles, Yvonne, Denise et Hélène, le jeune fils Jacques, la grand-mère maternelle et la tante Germaine, sœur d'Antoinette. Une famille soudée donc, et dont l'esprit de solidarité ne fait que se renforcer dès le début des premières épreuves de l'année 42. Le port de l'étoile jaune, la rafle du Veldiv et l'arrestation du père d'Hélène, en juin, qui les mobilise tous autour de son absence et de la dégradation de sa situation au fil des 3 mois qu'il passe dans l'enfer de Drancy. La vie sans lui s'organise dès lors autour de la mère, Antoinette, qui dans ce modèle d'harmonie familiale, chaleureux et protecteur, occupe une place de première importance en toutes circonstances. Confidente et consolatrice d'Hélène au début du journal, elle s'impose aussi comme la gardienne des valeurs morales, la garante de ce qui est juste, celle enfin sur qui reposent les principes d'un modèle d'éducation ferme, mais néanmoins affectueux, et sans l'aval de laquelle les décisions ne peuvent pas être prises ni les unions consenties. À ses côtés, Raymond Baird incarne un statut social empreint de réussite. Polytechnicien et ingénieur du corps des mines, il dirige les prestigieux établissements Kuhlmann avec le charisme propre à un homme d'affaires, rehaussé de celui d'un combattant de la Première Guerre, hautement décoré de la Croix de guerre et de la Légion d'honneur à titre militaire. Il est une assise sur laquelle compter, un intellectuel et un homme de l'écrit admiré par sa fille. Il transmet aussi une certaine douceur de vivre liée à Aubergenville, quelques éclats d'humour et l'homme de cœur qui œuvre de façon active pour les autres. Les 2 sœurs aînées d'Hélène Baird, récemment mariées, sont elles aussi des modèles réconfortants de stabilité affective dans la tourmente de l'histoire. Denise quitte le domicile parental en août 1942 après avoir épousé François Job, union qui inspire à Hélène Baird l'usage de la métaphore de la lueur et de la lumière en ces termes. Et c'est pourquoi j'ai envie de te remercier de t'être mariée, parce que tu as créé un foyer de lumière. Je suis si heureuse que je suis sûre qu'un peu de votre bonheur s'est glissé en moi sans que vous le sachiez. Denise n'a que 2 ans de plus qu'Hélène, une proximité dans le temps et des appétences communes, notamment musicales, lie les 2 jeunes femmes de façon très étroite et récurrente. Déjà installée au sud de la ligne de démarcation,
Sa sœur aînée Yvonne est mariée à Daniel Schwartz et mère de 2 jeunes enfants. Et son jeune frère Jacques, qui poursuit des études littéraires, se manifestent tous deux en pensée, en souvenir, en rêve, en attention, en projection d'une vie faite des trous causés par le manque et du goût amer de l'inachevé. Jacques n'a qu'1 an de moins qu'Hélène et son évocation, discrète, acquiert de la profondeur au fur et à mesure de la prise de conscience de l'absence, à travers des échanges épistolaires fréquents et surtout les références à leur commune sensibilité littéraire et spirituelle. La vie de famille d'Hélène Baird repose donc sur un socle affectif stable et solide et marque de fait une différence radicale avec celle d'Etty Hillesum et de Charlotte Salomon, qui auront, elles, à se construire en opposition à un schéma familial souvent conflictuel, voire empreint de violence psychologique et construit sur des failles et des fragilités qu'elles devront l'une et l'autre affronter pour mieux les dépasser. La famille Baird, c'est aussi une sphère familiale au sens très élargi du terme, constamment tournée vers l'autre, qui inclut l'autre, l'accueille, l'intègre en son sein, généreuse de son temps, soucieuse d'aider et de partager. La famille de cœur des Baird, ce sont des individualités incontournables, comme leur voisine, Madame Lévy, Louise, la domestique, et bien sûr André Bardiot, cuisinière de la famille, l'ange, à qui Hélène confie régulièrement des pages de son journal, celle chez qui, avec ses parents, elle passe certaines nuits particulièrement menaçantes de l'année 43, l'âme charitable enfin, auprès de laquelle de jeunes orphelins vont eux aussi trouver refuge. Mais ce sont aussi tous ceux, innombrables, auxquels ils apportent tous à leur manière leur aide, car à l'instar des grandes familles de la bourgeoisie de la bourgeoisie juive de la fin du XIXe siècle, la famille Baird partage un idéal moral basé sur 2 valeurs essentielles, la philanthropie et le patriotisme. De sorte que dès 1941, Antoinette et Raymond Baird s'impliquent personnellement, activement et de façon structurée au sein de l'entraide temporaire, dans la recherche de fonds destinés à rétribuer les nourrices chez qui plus de 500 enfants juifs séparés de leurs parents seront au total placés et sauvés à travers toute la France. La fuite eût été possible, le repli sur soi ou l'aveuglement aussi. La famille Baird choisit de rester fidèle à ses valeurs morales en les mettant en action au service des autres et plus généralement au service de cette France aimée et dans le terreau de laquelle s'enracine une généalogie dont les ramifications remontent à Napoléon III. Nous contemplerons les mêmes étoiles et communierons dans le même amour de la France, écrit Antoinette Baird depuis Drancy, le 25 mars 1944. Et à la veille d'être déportée vers Auschwitz, les derniers mots qu'elle enverra aux siens seront « Que Dieu vous bénisse et vive la France ». Le patriotisme d'Hélène Baird s'exprime lui aussi, très librement, mais davantage sur le ton de la revendication fière et poétique, à travers des symboles. Elle a un bouquet tricolore sur lequel elle fixe son étoile jaune, qui disent assez l'amour vrai de la jeune femme pour un pays, une ville, et pour les fondements libertaires, égalitaires, fraternels qui leur sont liés de façon intrinsèque. Un patriotisme qui lui ressemble, un patriotisme de cœur, sentimental, une appartenance viscérale à une histoire et à des valeurs ancestrales. Paris est pour elle cette idée de la France libre et souveraine qu'elle défend envers et contre toutes les occupations comme la plus fidèle, la plus passionnée de ses habitantes. L'univers d'Hélène Baird est donc cette mosaïque d'hommes et de femmes dans l'entourage précieux desquels elle parvient, pour un temps, à tromper sa solitude. Il repose aussi sur un socle inébranlable de valeurs fortes, d'engagement, de courage et d'intégrité. Une exigence morale envers les autres, née d'une exigence morale envers elle-même, l'anime avec la fougue et l'éclat propre à son âge, mais liés à son héritage familial, à sa personnalité et à sa perception du monde. Cet univers, c'est enfin un espace au sens géographique du terme, dont les 2 pôles, Paris et Aubergenville, se font le reflet fidèle de son paysage intérieur. En quête perpétuelle d'harmonie, la jeune femme cherche, trouve, provoque parfois l'adéquation parfaite entre ses sentiments et ce que les rues et les jardins de la capitale, les couleurs et les odeurs de la campagne lui offrent dans toute la générosité d'une nature accueillante et consolatrice. La demeure du Vivier, on voit
À l'écran, la demeure du Vivier est ainsi un véritable point de repère, la gardienne de l'harmonie et le fief rassurant dans l'antre duquel se partagent le sens fort de la famille et le goût franc de l'amitié. Ellenberg n'en rapporte jamais le récit d'éventuelles conversations ou débats d'actualité, mais uniquement quelques activités domestiques pétries de simplicité et d'authenticité, des sensations et du ressenti. Ce qu'elle en rapporte, c'est une atmosphère, des frémissements, parmi les plus sensibles, jusqu'au frémissement délicat des débuts de sa relation amoureuse avec Jean Morawiecki. Car Aubergenville est également le cadre pastoral avec lequel la jeune femme entre en communion, dans l'intensité de qui se sait comprise et protégée. Un espace amical, connu, reconnu, dans ses moindres recoins, examiné dans toutes les variations de ses couleurs et de ses parfums, avec une précision pointilliste et poétique, romantique, qui lui est une source de joie profonde, dont elle se laisse inonder sans retenue. Et de retour dans sa chambre parisienne, Ellenberg n'a de cesse de se laisser bercer par le flottement du souvenir pour revivre en songe et par écrit, séquence par séquence, ce qui fut beau, et elle se délecte du souvenir de la journée autant qu'elle le fit quelques heures auparavant de la journée elle-même. L'écriture prolonge la sensation de bonheur et lui permet de l'étirer un instant encore, en esprit, et de faire reculer provisoirement le moment où l'évanouissement de cette sensation de plénitude la refera basculer plus douloureusement dans la réalité d'après. Aubergenville trouve sa toute dernière expression de bonheur à l'été 42. La journée du 15 août reprend à elle seule la totalité du champ sémantique du merveilleux, du conte et de la féerie, chargé de décrire un ailleurs hors du temps, hors de portée des autres, un monde en soi qui dit le charme et la magie de ce qui fut beau, harmonieux, limpide. Une journée à part qui sera immortalisée par cette photo de Jean et Hélène, radieuse de ce sourire de qui aime et est aimé en retour, comme une sorte de couronnement de leur bonheur. À l'instar d'Aubergenville, Paris revêt également cette dimension d'un espace-temps protecteur, mais par endroits seulement, pas exclusivement et pas durablement non plus. L'autre réalité parisienne à venir, celle des arrestations, des rafles et des pas précipités pour agir au plus vite et au plus près de la douleur, montre bientôt l'autre face de la capitale, trace un tout autre parcours de terreur et de solitude, de menaces permanentes. Marcher dans Paris tient tout autant du pur ravissement au bras de l'être aimé que du risque permanent pour sa vie et de l'arrestation aléatoire. Dans le dédale des rues que la jeune femme arpente chaque jour, le quartier latin marque les contours du territoire de prédilection d'Ellenberg, une ère de beauté dans laquelle elle se laisse aller à la contemplation et jouit pour un temps et dans toute sa plénitude de sa liberté d'étudiante, la démarche flottante, aérienne, plongée dans une douce rêverie teintée de mélancolie. À partir de la rue Soufflot, je suis en territoire enchanté. À 21 ans, Ellenberg a obtenu sa licence d'anglais et son diplôme d'études supérieures de langue et de littérature anglaise dans l'excellence et prévoyait de passer l'agrégation, de sorte qu'un pan essentiel de sa vie se concentre autour de ces quelques rues du 5e arrondissement qui convergent et la conduisent vers la Sorbonne. Une institution qui en devient elle aussi un repère, un ancrage, où le savoir dispensé participe à l'éveil de sa sensibilité littéraire, où le cercle amical se consolide en bloc autour d'elle et où la rencontre amoureuse prend forme en novembre 1941 dans le grand amphithéâtre, puis le 27 avril 1942 à la Maison des Lettres de la rue Soufflot. Ellenberg est une étudiante brillante et appliquée. Le travail lui est une valeur refuge et une source rassurante d'équilibre. Mais bien au-delà de cela, si elle attribue à ses amis des surnoms empruntés à ses propres références littéraires, si la réalité lui évoque soudain des scènes de crime et châtiment ou du dernier jour d'un condamné à mort, si des personnages du quotidien la renvoient à des personnages de Dickens, si elle se voit elle-même en Brutus lorsque l'injustice ou l'impartialité agressent son sens de l'honneur, c'est que son autre univers est celui de l'imaginaire et de la fiction dont elle fait sienne, dont elle fait son autre réalité. Elle vit au contact de ses héros, elle les déchiffre, les analyse, prend part à leurs aventures et à leurs dilemmes comme à ceux d'êtres du réel et du quotidien.
Dans la préface au journal, Patrick Modiano écrit « Ellenberg est sensible au bonheur, aux matinées radieuses, aux avenues ensoleillées de Paris où l'on marche avec celui qu'on aime, et la liste qu'elle dresse de ses livres de chevet ne comporte aucun philosophe, mais des poètes et des romanciers. Romanciers du 19e et du début du 20e, russes, Tolstoï, Dostoïevski, Tchekhov, anglais, Hemingway, Huxley, Kipling, français, Gide, qu'elle n'aime pas, Duhamel, Roger Martin Dugard, dont l'épilogue des Thibauts la bouleverse, des poètes du 19e et du 20e, allemands ou germanophones, Heine, Rilke, anglais, Shakespeare, Shelley et bien sûr John Keats, français, Paul Valéry, dont la dédicace qu'elle en reçoit et qui ouvre le journal dévoile déjà quelques fondements de sa personnalité. Son courage, sa délicatesse poétique et sa quête d'harmonie. Le courage, c'est d'abord celui de se rendre chez un poète et philosophe glorieux, un intellectuel et un écrivain mondain déjà âgé, qui aura refusé de collaborer sous l'occupation au prix de son poste de secrétaire de l'Académie française. Mais c'est bien entendu au poète qu'Ellenberg s'adresse, surprise par sa propre audace, affrontant la réticence de ses parents, l'accueil glacial d'une concierge, revêche, dotée d'un fox terrier qui se voudrait menaçant, pour, au final, savourer dans la joie pure la poésie des quelques mots écrits de la main même du poète. Au réveil, si douce la lumière, et beau ce bleu vivant. Une dédicace qui semble aussitôt calquer toute sa douceur et toute sa grâce sur la jeune femme, qui s'en empare pour ne plus s'en défaire. Ellenberg se révèle à travers cet épisode dans la force, la grâce et la délicatesse de ses 21 ans, à la lisière entre rêve et réalité, ou plus exactement faisant du merveilleux une manifestation du réel, un de ses enchantements comme elle les aime. À cet instant précis, elle est en phase avec la citation de Valéry. Elle est en phase avec la nature accueillante. Elle est en phase, enfin, avec ses propres sentiments, ce qui constituera à l'avenir sa définition d'un idéal de bonheur. Une définition que l'on peut là encore qualifier de romantique, pour autant qu'on y appose aussitôt une autre composante indispensable, celle de l'engagement, de la prise de conscience et des responsabilités, de la traduction de valeurs fortes en actes forts. Le courage d'Ellenberg va en effet grandissant au fur et à mesure des épreuves endurées, dès 1942. C'est dans un premier temps refuser le bonheur égoïste que procure précisément la poésie, lorsqu'elle ne révèle que du plaisir esthétique, réservé à une élite privilégiée, à l'abri du tragique des circonstances. Le courage, c'est aussi oser s'indigner et protester de concert avec sa mère, auprès du gendarme lors de l'arrestation de son père. C'est porter l'étoile jaune dans la douleur qui écorche l'âme, mais dignement et la tête haute, sans détourner le regard de celui des passants, et de ne le baisser fébrilement que devant l'être aimé, parce que seul lui importe. C'est enfin s'engager bénévolement auprès de l'UGIF au lendemain de la rafle du Veldiv et auprès des orphelins de Neuilly. Au plus près de cette enfance brisée, Ellenberg fait preuve de force et de tendresse pour ceux qu'elle nomme un à un, parce que maintenir leur nom intact, c'est encore parvenir à les maintenir vivants. Dédé Kahn, Doudou, Édouard Wagenrieb, la petite Odette, Raphaël. Au cœur de la tourmente de 1942, Ellenberg continue donc de parler de Shakespeare ou de travailler Mozart au violon. Elle continue de parcourir les librairies parisiennes à la recherche du livre à offrir à ceux qu'elle aime. Elle continue d'écrire, de correspondre, pour le plaisir de coucher ses sentiments au plus près de la sensation éprouvée. Elle continue de lire, et en nombre, ses auteurs phares et souvent pointus, car la stimulation intellectuelle et artistique lui sont une indispensable source d'équilibre. Elles lui sont aussi une source intarissable de partage et de complicité, auquel elle associe sa sœur, Denise, son frère, Jacques, ses amis de l'université, et Jean, bien entendu. Les livres qu'ils échangent et se font découvrir réciproquement, la musique qu'ils écoutent et qu'ils jouent ensemble, participent pleinement de la construction de leur histoire et en sont une composante essentielle. Leur histoire se cristallise notamment dans le pouvoir magique, envoûtant
de la musique classique, qu'ils partagent, qu'ils comprennent, chacun en fin connaisseur, et qu'ils ressentent à l'unisson de leurs sentiments. Au cœur de la tourmente de 1942, Hélène Baird continue donc par endroits, et non sans rappeler Etty Hillesum, de trouver la vie belle, de porter la vie en elle comme une chance et une promesse de bonheur à partager. Imprégnée de littérature, de poésie et de musique, elle se réfugie en elle pour y puiser la beauté et le réconfort dont sa sensibilité artistique a intrinsèquement besoin. Comme par nécessité absolue, elle est à la recherche de l'adéquation parfaite entre le réel et l'imaginaire. Elle est en quête de reproduire dans le réel ce que l'art et le rêve génèrent de beauté pure, au sens chimique du terme, et d'harmonie parfaite, de merveilleux et de miraculeux. Une adéquation que seul l'être aimé, Jean Morawiecki, incarnera dans le tremblement délicat des débuts amoureux. Dès la première rencontre, Hélène Baird confère en effet à Jean les attributs tant physiques que moraux de l'être d'exception. Il est le prince slave, à l'élégance morale, au raffinement des goûts et des manières. Il est la délicatesse et le courage, le charme et la force, qualités qui font miroir une à celle qui irradie d'Hélène Baird. Leurs sons comme un écho retentissant et unissent deux âmes sœurs au plus fort de l'été 42 et au-delà. Il sera aussi la figure du don, puisque selon la volonté d'Hélène Baird, le journal lui sera remis à la fin de la guerre. De retour en France, après avoir répondu à l'appel du général de Gaulle, Jean Morawiecki écrira à Denise Job le 20 juin 1946 « Avec elle disparaît la femme que j'aimais, et plus encore cette âme, si proche de la mienne. Oui, 6 mois ont suffi pour attacher nos deux existences avec un lien que seule la mort pouvait défaire, que seule la mort a défait. » En 1942, deux réalités opposées sont donc là. Elles coexistent, inextricablement liées l'une à l'autre dans la vie d'Hélène Baird, qui parvient miraculeusement à maintenir un équilibre entre ces deux composantes d'une existence, je cite, étrangement sordide et étrangement belle. Un équilibre que le départ de Jean fin novembre 1942 et l'intensification des déportations du début de l'année 1943 vont fragiliser de manière radicale, mais sans jamais parvenir néanmoins à le rompre tout à fait. Tandis qu'un rétrécissement s'opère inexorablement autour des Juifs de France et d'Europe, dont le sort commun ne laisse désormais plus aucune place au doute, et tandis que la souffrance, l'angoisse et le chaos prennent des proportions inouïes autour d'elle, Hélène Baird, au comble de la solitude, s'ouvre néanmoins à deux nouvelles dimensions fondamentales. D'une part, à la conscience morale aiguë et lucide de devoir témoigner, de devoir laisser une trace et un nom de ceux qui disparaissent chaque jour. Elle continue donc de tenir son journal dans le secret pour transmettre tout ce qui relève déjà du souvenir et de la mémoire meurtrie. D'autre part, elle s'ouvre à la conscience des possibilités immenses qui naissent précisément en elle, tant artistiquement parlant qu'au plan philosophique et spirituel. L'écriture de 1943 laisse ainsi apparaître un vocabulaire nouveau, chargé de rapporter l'atroce réalité des faits, la souffrance et l'angoisse qui ne sont jamais les siennes propres, mais celles de tous les autres, avec lesquels elle entre véritablement en empathie. Avec ce récit naissent de fait une position et une interrogation morale sur l'origine du mal, sur le silence du monde catholique, sur Dieu, sur la haine et sur les réponses à apporter à cette haine. Et tant encore de cette thématique que de son côté Etty Hillesum creuse, approfondit et sublime pour en faire le cœur battant de sa quête spirituelle. Toutes deux, à leur niveau, puisent dans leur lecture, romanesque ou religieuse, de quoi alimenter cette réflexion morale, mais toutes deux savent aussi, encore, rester suspendues à la pureté d'une note de musique ou à la puissance d'un vers de poésie pour faire face à l'inexorable destin en marche. Comme Etty Hillesum, Hélène Baird sent ces possibilités immenses naître en elle et porteuse d'un avenir à deux avec Jean, mais aussi d'un potentiel avenir artistique. Je cite « Tout ce que je pourrais créer, toutes les possibilités qui sont en moi,
tout l'infini que je sens en moi, tout cela aurait pu s'épanouir, cette belle chose qui aurait pu être, rapporte-t-elle page après page, et qui fait écrire à Patrick Modiano dans la préface au journal. Elle serait sans doute devenue un écrivain de la délicatesse de Catherine Mansfield. Si l'équilibre de 1942 n'existe plus, il reste pourtant, toujours et jusqu'au dernier instant, une lueur, une étincelle de chaleur auquel Hélène Baird se raccroche pour ne pas se laisser engloutir dans les profondeurs épaisses de la nuit. Cette lueur qui se maintient en vie parce qu'elle est la vie elle-même et qui fera dire à Nadine Effler, citée au début, que dans les camps, Hélène Baird insufflait la vie à ses voisines de Chailly. Je cite, « Hélène Baird insufflait la vie ». Cette lueur, enfin, qui prendra, toujours à Bergen-Belsen, et pour la dernière fois, la forme du fredonnement de quelques notes de musique. Je vous recite, chère Mariette, « Dans ce cloaque d'iniquité, elle n'avait pas renoncé à l'avenir. Elle gardait la force de lutter contre l'abjection ambiante. Elle préservait son âme et aidait ses compagnes à préserver la leur, en chantant ses airs préférés pour tromper sa détresse et celle des autres. Les concertos brandebourgeois et la sonate pour violon et piano de César Franck. Et c'est cette musique-là, me semble-t-il, qu'il faut continuer de garder en mémoire lorsqu'on évoque celle d'Hélène Baird. Je voudrais maintenant qu'on accueille Mariana Vassileva. Hello, ladies and gentlemen. It's a great honor, and I'm glad that I have an opportunity to participate in this wonderful event, or let's say meeting, because I think it's really important, and it's difficult to overestimate the importance of this meeting, because without the past, without keeping the memory alive, we don't have a future. And today, you will listen Adagio and Fuga from First Sonata G-moll by Johann Sebastian Bach, the piece which Hélène Baird used to perform. And for me, it's a really exciting moment, because here in my hands, I'm keeping a very special violin from collection Violins of Hope by Mr. Amnon Weinstein, who will join us at the afternoon, by the way. This violin, as you can see, survived the Holocaust. I keep this violin just for a few days, and it's no words to explain you the feelings that I felt during while I'm playing on it, because the violins, all musicians now, they're keeping the memory from players, from life, from everything, from music. And it's not just beautiful words, it's also physically understandable, because if you could imagine the vibration which is going on from the violins, you can imagine, and vibration, and you can imagine that it's, in fact, it's not just a beautiful word, but it's reality. Thank you so much. Enjoy.